Bien, bonjour à ce webinaire. Donc, webinaire éco-conception. Donc, aujourd'hui, on est ensemble de 9 h à 10 h. Donc, on va pouvoir échanger ensemble sur le sujet suivant. Donc, c'est savoir piloter avec efficacité sa démarche d'éco-conception. Comment s'organiser? Donc, voilà, ça, c'est le challenge de ce matin. Vous permettre de, je dirais, de bénéficier de nos retours d'expérience sur ce sujet. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Donc, Ronan Sebilo, donc Chambre de commerce et industrie Grand Est. Donc voilà, donc je travaille au sein de l'équipe CCI qui s'affiche sur votre écran. Donc, pour ma part, donc je suis basé à Strasbourg. Donc, je suis conseiller économie circulaire, déchets, éco-conception. Donc, j'interviens sur le secteur Alsace, mais je suis également référent éco-conception pour la région Grand Est sur ce sujet. Ce matin, je suis également accompagné de Louis Fierce. Je te laisse te présenter, Louis. Oui, bonjour à tous, Louis Fierce, donc je fais partie également de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Est. Pour ma part, basé à Reims et rayonnant sur le secteur champardonnais. Donc moi, je suis pour ma part sur le référent sur la partie économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc c'est voilà, un sujet dont on aura peut-être l'occasion de parler dans ce webinaire. Voilà, et on va allumer quelques instants nos webcams pour que vous puissiez aussi voir, mettre, je dirais, un visage sur nos noms. Donc voilà, donc moi c'est Ronan Sebilo, et puis Louis, si ta webcam fonctionne, c'est Oui, le c'est moment. bon. Bonjour à tous. Voilà, donc, très bien. Bon, alors on ne va pas non plus garder nos caméras allumées tout le temps, donc c'est voilà, c'était pour nous présenter sur un court instant. Voilà, moi je coupe à nouveau ma webcam. Alors, donc ce webinaire, il va vous intéresser en particulier si voilà, dans votre entreprise, vous êtes soit dirigeant, soit, je dirais, responsable environnement ou responsable qualité. Je dirais, vous êtes sur une fonction, je dirais, peu importe dans l'entreprise. Et en tout cas, ce sujet de l'éco-conception commence vraiment à vous intéresser. Et donc voilà, donc là, ce qui est intéressant avec ce webinaire, c'est que moi, je travaille sur ce sujet de l'éco-conception depuis, je dirais, bientôt 10 ans. Et donc, avec ce webinaire, voilà, j'essaye de vous permettre de vous faire une synthèse de retour d'expérience, d'histoires que j'ai pu voir dans différentes entreprises, et de vous permettre voilà, de vous partager ce type de retour d'expérience pour que ça vous soit utile pour développer vos propres démarches d'éco-conception en entreprise. Donc le challenge avec ce type de webinaire, c'est aussi de sélectionner aussi des sujets qui sont suffisamment transversaux pour qu'ils puissent s'adresser, être intéressants pour un maximum d'entreprises. Donc là, c'est vrai que ce webinaire, il est un peu plus intéressant pour des entreprises, je dirais, novices sur ces démarches d'éco-conception. Mais on va voir que même pour une entreprise experte, on a des éléments, je dirais, importants à vous apporter. Donc c'est le 3e webinaire de cette année. Pour rappel, donc ça fait suite à 2 premiers webinaires. Voici rapidement, je dirais, le rappel. Donc vous pourrez recevoir le support de présentation. Vous aurez des liens de replay si vous n'avez pas déjà suivi ces webinaires. Donc le premier, voilà, c'est sur les 4 facteurs clés de succès en éco-conception. Et puis le dernier en avril, donc c'était sur les différents dispositifs d'aide ADEME en éco-conception, donc avec l'intervention de Laurent Poulain. Donc rapidement, voilà, rapidement quels étaient les 4 facteurs clés de succès que je vous avais mis en avant et qui étaient vraiment intéressants. Donc là, en effet, c'était plutôt un webinaire plutôt, je dirais, orienté direction marketing. Voici rapidement également là, le schéma qui synthétise l'ensemble des aides ADEME. Et donc voilà, ça couvre, je dirais, les différents spectres, que ce soit de la R&D, de la découverte de l'éco-conception, de l'étude d'éco-conception, mais également de l'investissement dans le cadre de projets d'éco-conception. Et donc aujourd'hui, le fil rouge pour ce webinaire, le fil rouge, il va être le suivant, c'est ce parcours, puisque l'idée, je bois un petit peu d'eau,
ce que l'on constate, c'est que quand une entreprise démarre une démarche d'éco-conception, on va retrouver 4 grandes phases. Voilà, c'est mon interprétation personnelle. Une phase de découverte, ça on est sûr, hein, ça c'est immanquable. Vous ne connaissez pas un sujet, que ce soit l'éco-conception ou d'autres thématiques, vous allez forcément passer par une phase de découverte qui va durer un temps plus ou moins long. Puis vous allez arriver à ce que j'appelle une phase point de bascule. Donc c'est plus un point qu'une phase, mais voilà, c'est une phase point de bascule. Si vous arrivez à ce point de bascule, vous allez avoir un développement important de votre démarche d'éco-conception. Si vous n'arrivez pas à ce point de bascule, votre démarche va stagner et ne va pas forcément passer à des étapes supérieures. Et puis une fois que vous avez passé ce point de bascule, vous arrivez à une phase de prise de risque. Et la dernière étape, c'est phase baroudeur. Voilà, vous avez du vécu sur ce parcours de l'éco-conception. Et voilà, là, vous avez vraiment atteint, je dirais, le bout de la démarche. Vous êtes très performant dans ce type de démarche. Donc, savoir piloter avec efficacité sa démarche d'éco-conception, ça peut couvrir différents éléments. Là, on est vraiment dans un webinaire découverte, on a 50 minutes ensemble. Donc, ça ne remplacera pas une formation de 1 jour, 2 jours, 3 jours sur ce sujet. Là, je vous propose de faire en fait un focus sur un fil rouge qui est finalement de le transformer en trouver le bon équilibre entre les différents postes de dépenses de votre projet. Donc là, on va dire, déjà arrivé à la phase de vous avez déjà validé en interne le fait de vous lancer dans une démarche d'éco-conception. Donc la direction a validé un budget éco-conception. Ce budget éco-conception, ça peut ne serait-ce qu'être du temps homme interne affecté à ce projet. Mais ça peut être aussi du temps, on va dire du temps de consulting externe ou de l'achat de logiciels, etc. Mais en tout cas, voilà, vous vous lancez dans un projet, vous avez un budget. Donc là, ce webinaire, il va aussi s'adresser en particulier quand vous allez être dans la peau d'un pilote, quand vous êtes pilote, leader de la démarche éco-conception dans l'entreprise, que vous soyez une PME ou un grand groupe. Et vraiment, voilà, le fil rouge du webinaire de ce matin, ce sera vraiment comment trouver le bon équilibre pour bien dépenser mon budget. Voilà, ou comment dépenser mon budget efficacement en fonction de la phase où je suis. Voilà ce que je vous propose de traiter ce matin ensemble. Alors, commençons par cette phase découverte. Donc, voici plusieurs challenges qui s'offrent à vous. Ça, ce sont des challenges que vous allez devoir relever dans cette phase de découverte. Donc, challenge numéro 1, vous allez avoir un challenge qui sera d'acquérir de la connaissance et des nouvelles compétences. On va voir ensemble qu'est-ce que ça recouvre. Il y a aussi un autre challenge énorme, c'est la capacité à initier et maintenir l'adhésion des parties prenantes à la démarche. Alors quand je dis parties prenantes, voilà, ça c'est un vocabulaire plus responsabilité sociale des entreprises, parties prenantes de l'entreprise. Pour ce projet, ce sera à la fois les parties prenantes internes, donc les collaborateurs, les différentes directions de l'entreprise, mais ça peut être des parties prenantes comme vos fournisseurs ou les parties prenantes vos clients, ou des parties prenantes des universités, des centres de recherche, ou l'ADEME, la région ou la CCI. Donc voilà, toutes les parties prenantes qui peuvent avoir un impact positif sur votre projet. Et puis le troisième challenge, c'est permettre aux parties prenantes d'avoir le bagage nécessaire pour s'engager dans le projet. Donc, voilà. Donc admettons, voilà, on voit, vous êtes dans une phase de découverte. Ces trois challenges sont bien identifiés. Reprenons notre cas d'étude que j'avais déjà pris pour le webinaire numéro 1. Voilà, je suis dans une entreprise d'électroménager. On a validé le fait de lancer une démarche d'éco-conception. On a choisi la gamme aspirateur, on a choisi un certain modèle et on va lancer une démarche d'éco-conception. Donc voilà, donc un référent pour la démarche a été désigné et puis avec un support pour commencer une stagiaire pendant 6 mois. Et puis voilà, donc on va en lancer ces différentes phases du projet d'éco-conception. Et forcément, là, ce que je vais vous décrire, ce ne sera pas forcément une situation efficace.
Qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, au début de la démarche de d'éco-conception, dans cette phase découverte, vous allez engager un certain nombre d'actions. Voici une organisation de ces actions. Alors, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. Il n'y a pas le guide, réussir sa démarche d'éco-conception en 10 étapes. Forcément, il faut adapter cette démarche à chaque fois, à chaque entreprise. Mais vous allez quand même avoir une phase où vous allez sélectionner un produit. Vous allez travailler sur une unité fonctionnelle. Donc ça, c'est un sujet très important que je ne peux pas détailler maintenant. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de très nouveau pour vous. Vous allez devoir décrire le cycle de vie. Pareil, élément nouveau. Vous allez devoir compiler des informations sur les flux de matière et d'énergie pour faire une première évaluation environnementale. Et vous allez avoir un premier résultat de bilan environnement qui est également quelque chose de nouveau pour vous. En parallèle, vous pouvez aussi travailler sur un état des lieux réglementaire, donc toute la réglementation qui porte sur l'environnement, et vous dire qu'il peut être utile de passer au stade d'après, c'est mettre en place une veille réglementaire, c'est-à-dire avoir des alertes sur des sujets précis que vous allez suivre au fil des mois, un état des lieux des demandes clients, et pareil, vous pouvez juger utile de mettre en place une veille sur les besoins clients. Voilà comment les commerciaux peuvent être plus sensibilisés à vous remonter des besoins exprimés des clients qui sont en lien avec l'environnement. Et tout ça, ça va vous permettre finalement d'accumuler de la connaissance. Et cette connaissance, pour bien fonctionner, elle va être utilisée pour faire des prises de décision. Là, ce que vous voyez, c'est que j'ai mis en jaune un certain nombre d'éléments qui sont relativement nouveaux pour l'entreprise qui n'a pas déjà testé une démarche d'éco-conception. Alors, là, je vous montre un exemple. On parle à un moment donné, dans la slide précédente, de décrire le cycle de vie. Alors, en effet, un défaut, vous allez le voir, c'est que, voici un exemple de description du cycle de vie. Donc là, on est sur des éléments techniques, mécaniques, câbles, etc. Donc ça, c'est un exemple que je vous montre juste pour vous montrer que quand on va décrire, on va dire, un cycle de vie, des fois, ça peut vite devenir quelque chose de complexe. Et donc ça, c'est un des principaux difficultés, ou je dirais pièges d'une démarche d'éco-conception, c'est de commencer dès le début avec des choses complexes. Pourquoi? Parce que, revenons sur la question de fond, comment vous allez gérer votre budget. Voilà une situation 1 où, finalement, en tant que pilote éco-conception, vous avez distribué le budget de cette manière, vous avez dépensé 85% de votre budget pour acquérir des nouvelles connaissances et compétences. Vous avez gardé 10% du temps pour initier et maintenir l'adhésion des parties prenantes à la démarche, et puis 5% pour permettre aux parties prenantes d'avoir le bagage nécessaire pour le projet. Et ça, hélas, ça peut être le cas d'un certain nombre d'entreprises qui peuvent se lancer de bonne foi dans une démarche d'éco-conception, mais qui n'ont pas ce type de retour d'expérience. Ça va être de dépenser une grosse partie du budget pour résumer, la partie évaluation environnementale. Vous avez ce phénomène également sur des bilans carbone, où des fois, 90% de la ressource, quand vous faites votre bilan carbone, donc à l'échelle de l'organisation, donc pas à l'échelle du produit, hein, donc bilan carbone, et du coup, 90% si vous faites appel à on va dire un consultant pour le faire, de la ressource du consultant est utilisée pour faire une évaluation, une photographie. Et à la fin, le temps utilisé pour développer de l'adhésion au projet ou des solutions, il n'y a plus de budget, en fait. Tout le budget a été consommé. Donc voilà, donc typiquement, si on reprend ce schéma, vous avez peut-être passé peu de temps sur définir l'unité fonctionnelle, alors que ça, c'est quelque chose de très stratégique. Vous allez passer pas mal de temps à décrire le cycle de vie, beaucoup de temps à compiler des informations et beaucoup de temps pour réaliser une première évaluation environnementale. Et ça, c'est est-ce que c'est pertinent? Donc, regardons d'un côté les investissements que vous avez faits et de l'autre les résultats par rapport aux 3 challenges que vous devez relever. En effet, en ayant dépensé 85% de votre ressource sur cette partie acquérir de la connaissance, oui, vous allez être plutôt bien sur ce challenge.
Mais est-ce que vous allez avoir un résultat sur la partie initier et maintenir l'adhésion des parties prenantes à la démarche? Pas vraiment. Vous allez peut-être avoir une petite réunion de lancement et puis quelques réunions de restitution. Et est-ce que ces parties prenantes, elles vont avoir le bagage nécessaire pour le projet? Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Alors, je reviens sur cette notion d'avoir le bagage nécessaire pour le projet. Ce n'est pas forcément quelque chose de super précis, c'est plutôt quelque chose de global. C'est à un moment donné, vous allez travailler, espérons, en équipe projet, en groupe de travail. La difficulté, c'est que si ce groupe de travail n'a pas certains prérequis, connaissances de base, dans la réunion, certaines personnes vont réagir et vont faire des réactions, des réflexions, des remarques, des retours, qui seront entre nous un petit peu à côté de la plaque parce que cette personne n'a pas eu accès aux éléments fondamentaux du projet. Je ne vais pas rentrer totalement dans le détail, mais c'est vraiment un élément important. Alors, d'où est-ce que ça peut venir quels peuvent être les biais qui peuvent expliquer pourquoi des fois en entreprise on se retrouve dans ce type de situation? Ça c'est intéressant, vous pouvez le voir par exemple quand vous utilisez des outils Lego Serious Play. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce type d'animation dans l'innovation. On utilise des Lego avec des adultes ou des étudiants, et puis on leur propose des ateliers de créativité avec des Lego. Donc ça permet de manipuler des objets. Et puis par exemple, vous pouvez avoir un challenge, c'est que vous avez 3 minutes pour faire la tour la plus haute. Et donc vous êtes un groupe de 6 personnes. Et un retour d'expérience des formateurs sur ce type d'outils, de Serious Game Lego, c'est un peu il peut y avoir une tendance à la française. Alors la tendance à la française, vous connaissez peut-être, c'est le groupe de 6 personnes démarre le projet, ils n'ont que 3 minutes pour faire la tour la plus haute avec des Lego. Et donc, une partie des personnes vont regarder quels sont les Lego qui sont les plus longs, une autre va essayer de réfléchir sur la base, mais une personne va essayer de prendre le leadership en essayant de réfléchir de manière globale à toutes les options, etc. Sauf qu'au bout de 2 minutes et 45 secondes, il n'y a toujours rien qui est construit. La tendance anglo-saxonne, c'est plutôt de dire on va directement tester des solutions en réfléchissant moins, en analysant moins le problème. Et dans ce type je dirais, de workshop, forcément, l'équipe qui a réussi à être tout de suite collaborative, d'aller au plus simple, aller à des premiers résultats, arrive avec une tour Lego qui est très haute. Par contre, l'équipe qui a essayé de réfléchir tout en large, en long et en travers, n'a peut-être même pas commencé à construire la base de la tour. Donc ça, voilà. Ça, c'est un point de débat. Alors, avoir des capacités d'analyse, ça a des avantages et des inconvénients. À l'inverse, dans les pays anglo-saxons, il peut y avoir des fois des manques de capacité à faire des analyses, globales au niveau des systèmes. Et là, du coup, c'est très intéressant d'avoir des ingénieurs français qui sont en capacité de, mentaliser l'ensemble du projet et d'analyser en profondeur le sujet. Donc ça peut être un premier biais. C'est voilà, un peu français, on veut faire parfait du premier coup. Du coup, on va passer beaucoup de temps à réfléchir. Mais pendant ce temps-là, le chrono, il tourne. Un autre biais possible, c'est, et ça peut vous arriver, c'est OK, l'éco-conception m'intéresse, et puis je vais échanger avec un consultant. Sauf que là, vous allez échanger parfois avec un consultant dont le cœur de métier, c'est de faire des analyses de cycle de vie détaillées. Et donc, il sait faire des analyses de cycle de vie détaillées, donc il va vous parler de comment faire des analyses de cycle de vie détaillées, et il va vous faire des chiffrages, et ça va vous coûter 10, 15, 20, 30 000 euros pour faire une analyse de cycle de vie détaillée. Et là, du coup, si vous engagez avec ce consultant, vous allez dépenser 90% de votre temps pour faire un bilan environnement détaillé. Alors que dans cette phase découverte, justement, il était plus utile pour vous d'avoir un interlocuteur, si vous voulez travailler avec un consultant éco-conception, qui est plus un généraliste de l'éco-conception, qui va vous aider à avancer de manière plus pragmatique. Et puis un dernier biais possible, ça peut être aussi, c'est naturel, c'est humain, c'est que en tant que pilote d'un projet d'éco-conception, ce sujet il est nouveau pour vous. Et donc il peut être, parfois, on peut avoir le réflexe de se dire,
je vais d'abord essayer, moi, à mon niveau, d'accumuler beaucoup de connaissances et de compétences avant de me lancer dans des premières réunions avec mes collègues qui vont me dire, oui, mais toi, en tant que pilote éco-conception, tu dois du coup maintenant savoir tout sur cette démarche et tu vas nous l'expliquer. Donc voilà, donc il peut y avoir aussi une tendance de dépenser tout le budget sur de la connaissance et de la compétence. Par rapport à cette situation, je suis pilote et je n'ai pas beaucoup de fondamentaux sur la démarche d'éco-conception. Alors pourquoi c'est plus possible de faire comme cela? Voilà, ça je vous le remontre à chaque webinaire, mais bah voilà, tout simplement par rapport aux enjeux de la crise climatique. Aujourd'hui, on a des émissions de gaz à effet de serre en hausse. Plus de gaz à effet de serre égale plus d'effet de serre. Donc aujourd'hui, on est déjà à 1,1 degré de réchauffement climatique, avec des conséquences qui sont titanesques si on fait du business as usual. Ce qui se passe aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'aujourd'hui, plus les citoyens ils ont conscience de ces crises climatiques, plus ils font pression sur les États et les politiques pour faire quelque chose, et plus ces États et ces politiques finalement font pression sur les entreprises. Ou alors vous êtes en B2C et c'est finalement potentiellement certains clients qui vont faire pression sur vous pour que vous fassiez des choses en environnement. Donc ce qui est sûr, c'est que dans une entreprise, même si on veut rester passif, il y aura de plus en plus de pression sur l'entreprise à aller vers un monde bas carbone. Et aujourd'hui, comment ça se traduit? C'est que l'Union européenne s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50%, de 55% à l'horizon 2030. Au niveau français, c'est la même chose. Voilà, comment c'est traduit au niveau de la réglementation française. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut baisser de 50%, de 75% les émissions carbone à l'échelle d'une entreprise, ça veut dire qu'en fait, chaque année, il va falloir gagner 5% d'émissions carbone pendant 30 ans. Donc, ça veut dire que les projets d'éco-conception en particulier qui sont mis en œuvre doivent être des projets ambitieux et aller vite. Petite actualité, je vais vous montrer quelques actualités sur ce sujet. Voilà un article des Échos qui est paru le 25 mai dernier. Donc là, aujourd'hui, l'Union européenne s'est mise d'accord sur le fait d'avoir cet objectif de 55% de baisse des émissions CO2 d'ici horizon 2030. Donc entre nous, c'est dans 9 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, les échanges sont explosifs. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut aller dans le dur. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place comme action? Donc voilà un extrait de l'article. Si chacun s'emploie à dédramatiser la lenteur de discussion, c'est que le sujet est inflammable. Les dirigeants ont pu mesurer notamment à quel point la répartition de l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre pays s'annonce compliquée. Tout ça pour vous dire que finalement, aujourd'hui, les États cherchent un moyen d'aller vers cette économie bas carbone, mais que c'est quelque chose de difficile et que finalement, une certaine part de la responsabilité repose aussi sur les entreprises. Et donc, repose aussi sur vous, pilotes de démarche d'éco-conception, à réussir à animer cette démarche éco-conception. Donc, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais vous avez une certaine responsabilité. Changement également de paradigme. Moins 5% de carbone par an pendant 30 ans, ça pourrait vouloir dire qu'il faudrait aller vers une économie de guerre, une économie de guerre contre la crise climatique. Voilà un exemple de communication. Seconde Guerre mondiale, voilà, la réponse des États-Unis, c'est la production, économie de guerre. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, voilà, si on revient à la situation 1 que je vous ai décrite tout à l'heure, on va passer 80% de notre budget à juste étudier notre produit ou notre service. On va peut-être l'étudier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout de la 4e année, potentiellement, on va commencer à chercher des solutions. Bon, attention, on a 9 ans devant nous, donc il faut vraiment chercher à aller à l'efficacité dans l'éco-conception. Donc voilà un autre découpage de budget possible, situation 2. À vous de trouver à terme la bonne répartition. Voilà, c'est 30%, 40% pour acquérir des nouvelles connaissances, des compétences, 30% pour initier et maintenir l'adhésion des parties prenantes et 30% pour donner le bagage nécessaire à chacun.
Donc là, je rentre dans une partie un peu détaillée. Je regarde quelle heure il est. Voilà. Donc voilà, concrètement, à quoi ça peut ressembler. Donc là, je vais vous décrire des exemples un peu standards. Donc une démarche d'éco-conception, là, on est déjà sur un zoom de la démarche d'éco-conception. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, en ayant un temps relativement limité, là, j'ai volontairement grossi le trait, en mettant des temps très courts, mais qui peuvent être quand même réalistes, pour vous montrer voilà, qu'avec peu de temps, on peut vraiment commencer la démarche d'éco-conception en ayant un maximum de participation des différents, je dirais, collaborateurs, direction de l'entreprise. Donc, vous pouvez par exemple commencer à faire une évaluation très simplifiée de votre produit. Donc, vous voyez, ça, c'est une image d'aspirateur, c'est volontaire, hein, c'est une image pixelisée. On est au début, on n'a pas besoin d'une image précise du produit. On a une image qui est pixelisée, on voit que c'est vaguement un aspirateur, c'est ce que vous aurez comme niveau de détail au niveau des impacts environnementaux. Et ça, vous pouvez très bien le faire avec le groupe de travail dès le début, parce que vous allez voir, ce n'est pas un outil qui nécessite beaucoup d'ingénierie. Vous allez ensuite analyser les premiers enseignements, puis après, vous pouvez imaginer un deuxième module d'atelier de groupe de travail, pareil, avec bureau d'études, R&D, marketing, enfin voilà, toutes les directions qui sont intéressantes à associer, de travailler sur quelle pourrait être une unité fonctionnelle pertinente pour l'activité de l'entreprise. Et puis après, par contre, vous, en tant que pilote, et puis on va dire acteur sur le projet, en autonomie, vous pouvez là commencer à faire un début de listing des flux très simple et faire une première évaluation très simplifiée avec des outils gratuits comme Equalizer ou Bilan Produit. Et ça va vous prendre 4 heures. Voilà, vous voyez, là on est sur le début, on ne va pas dépenser des heures et des heures, mais on est tout de suite avec des parties qui sont avec de la collaboration dans le groupe de travail. Donc l'évaluation très simplifiée, vous pouvez utiliser une matrice impact sur l'ensemble du cycle de vie. Juste reprendre les étapes du cycle de vie un peu standard, et puis regarder en termes de matière, d'énergie et d'éléments toxiques. On va mettre des croix, on va choisir un produit, ou on va dire un produit standard d'entreprise, et puis au sein du groupe, on va mettre des croix là où on pense qu'il va se passer des choses. L'aspirateur, bon bah tiens, il y a quand même du cuivre, des éléments électroniques, donc au niveau matière première, il doit se passer quelque chose. Fabrication, bon voilà, a priori, on n'a pas forcément vu grand-chose. Et puis fin de vie, voilà, on voit que les équipements électriques et électroniques en fin de vie, c'est quand même dur à traiter. Utilisation, c'est vrai qu'en énergie, on va consommer de l'énergie en phase d'utilisation. Et puis toxique, bon, il n'y a pas d'éléments toxiques plus que ça, mais il y a quand même des éléments électroniques, et en fin de vie, on peut dire qu'il se passe des choses. Ça, ce travail, vous pouvez le faire avec votre équipe projet. Le but de ce travail, c'est pas forcément d'avoir un résultat qui est juste, c'est d'engager le dialogue. C'est d'engager le dialogue, et à la fin de la réunion, je suis du bureau d'études, bah tiens, on m'a montré un outil simple, j'ai pu exprimer mes opinions, on part d'une feuille blanche, et ah oui, tiens, c'est ça l'éco-conception, bah c'est bien, on m'a montré un outil simple et je me sens déjà un peu impliqué. Etc. Donc là, je pourrais vous refaire la même chose sur l'unité fonctionnelle, mais il faut aller plus vite. On arrive à cette étape, vous avez déjà fait un premier bilan simplifié de votre aspirateur, avec voilà, très simplifié. Bah là, à nouveau, ça peut être intéressant de tout de suite prévoir une première réunion de restitution au niveau du groupe de travail, en disant voilà le début du bilan très simplifié avec des outils de bilan environnement. Et passons tout de suite sur un atelier d'idéation pendant 12 heures. La création d'idées pour trouver des solutions, c'est le cœur du projet d'éco-conception. C'est intéressant de voir comment atteindre cette étape le plus rapidement possible avec le groupe de travail. Et puis, ce que vous pouvez faire ensuite, donc votre groupe de travail vous a déjà donné des pistes d'éco-conception. Hein, voilà, comme on va le voir, c'est pas non plus une science incroyable, hein, c'est beaucoup de bon sens. Voilà, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de commencer à faire des évaluations de certaines idées du groupe, et je vais rentrer dans le détail par la suite. Mais également proposer des évaluations d'amélioration fortes. Et de tout de suite partager des débuts d'informations avec le groupe. Alors comment ça va fonctionner? Là, un outil qui est vraiment intéressant.
C'est donc la roue de Brézé ou la roue de l'éco-conception. C'est un outil qui date de 97, hein, donc c'est pas un outil high-tech tout nouveau. Qu'est-ce que c'est cette roue? C'est juste qu'on s'est rendu compte qu'en faisant toute une série d'ateliers de créativité sur l'éco-conception, bah, ce chercheur s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu comme ça des familles de solutions qu'on pouvait, je dirais, résumer en 8 axes d'éco-conception. Donc là, voilà, on pourra en rentrer en détail sur ce schéma pour une prochaine fois. Mais là, c'est intéressant parce que ce schéma, il vous permet, atelier d'idéation, post-it, etc. Bah là, vous pouvez du coup commencer à classer les informations produites par le responsable logistique sur la partie logistique, le responsable achat sur des idées que les fournisseurs lui ont soumis. Vous pouvez reclasser ces informations sur ce schéma. Et là, c'est vraiment intéressant pour vous d'utiliser ce schéma avec des outils comme Xmind. Donc, c'est des outils de carte mentale et qui vous permet à un moment donné de gérer un gros volume d'informations et de les classer assez rapidement. Donc, partage des informations sur les résultats pendant 1 heure. Donc là, c'est un peu petit, on va zoomer. Mais voilà, vous voyez, par exemple, sélection de matériaux à plus faible impact. Une des pistes, ça peut être d'utiliser du plastique recyclé. Je fais un zoom. En particulier, on a des pièces en polypropylène, donc on pourrait utiliser du polypropylène recyclé. Alors, on peut l'utiliser sur toutes les pièces, mais on peut aussi les utiliser que sur les pièces d'aspect, ce qui va poser des problèmes, puisque le plastique recyclé, il y a des variations de teinte potentielles. Ou alors, on va dire qu'on va l'utiliser que sur les pièces qui ne sont pas d'aspect. Et ça, sur ce sujet précis du plastique, aujourd'hui, vous avez déjà de la bibliographie où on vous dit vous remplacez 100% d'une pièce plastique par du plastique recyclé, on a des ordres de grandeur de gains en CO2 et autres critères. Donc là, vous pourriez dire, aspirateur, ok, et si on remplaçait 100% du polypropylène par du polypropylène recyclé, ok, voilà le gain en CO2. Et par rapport au bilan CO2 et autres critères d'impact, voilà le début de pourcentage que ça nous fait gagner. Ça fait gagner 1%. Alors c'est 1%, mais on est au tout début, hein, c'est plus ou moins 10%, c'est pas très fiable. Ou ça nous fait gagner 50% sur l'ensemble du cycle de vie. Voilà, ça, encore une fois, c'est quelque chose de très grossier, mais là, on va vraiment donner une importance forte au fait de créer de l'adhésion du groupe de travail à la démarche d'éco-conception. Donc voilà, comme je vous disais, cet outil de carte mentale, vous pouvez, à un moment donné, quand vous sortez d'ateliers d'idéation, assez rapidement accumuler beaucoup de pistes. Et là, c'est d'utiliser cet outil de carte mentale pour classer toutes ces informations. Et que les membres du groupe de travail puissent se dire, ah oui, tiens, ça c'est une production collective, et j'ai encore une autre idée, ou celle-là, il faut vraiment l'enlever parce que c'est vraiment plus une bonne idée. Donc voilà pour cette illustration sur cette phase découverte. Comment dépenser mon budget efficacement en fonction de la phase où je suis. Élément très important, vraiment, équilibrer ce budget pour vraiment que vous dépensiez de la ressource pour initier et maintenir l'adhésion des parties prenantes à la démarche et pas uniquement travailler sur ce côté acquisition de connaissances sur l'impact environnemental et des compétences en éco-conception. Voilà pour cette première partie qui était celle, je pense, qui va vous intéresser en particulier, parce que vous êtes, je pense, un certain nombre plutôt à être des entreprises avec peu d'expérience en éco-conception. Maintenant, je vous propose un rapide petit sondage pour nous faire un petit feedback. Donc, la première question, c'est voilà. Donc, est-ce que équilibrer le budget entre ces 3 challenges, vous voyez comment faire dans votre entreprise? Donc, voilà, essayez de vous projeter. Est-ce que finalement, suite à ce que je vous ai dit, et vous engagez votre démarche d'éco-conception, est-ce que voilà, vous avez les idées claires sur ce côté équilibrer le budget entre ces différentes phases? Voilà, super, vous êtes déjà. Je vous laisse encore 5-6 secondes. Voilà, top. Je vais
partager les résultats. Si vous voulez encore voter, c'est le moment. Allez, je ferme et je partage la moyenne. Dis-moi, Louis, c'est bon, le sondage s'affiche bien? Oui, ça s'affiche, Renan. Très bien. Dans l'interface, des fois, c'est pas forcément évident. Donc, vous êtes 10% à répondre oui, tout à fait. Vous voyez clairement comment bien équilibrer ce budget en phase découverte. 62% plutôt oui. Donc, c'est rassurant. Voilà, vous êtes 70% à voir ce qu'il y a derrière ce type de conseil et comment le faire. Vous êtes 24% à dire plutôt non et dire 3% non, pas du tout. Bon, voilà. Je dirais, ça, c'était vraiment l'un des points très importants de ce webinaire et un écueil souvent rencontré en entreprise. Et maintenant, deuxième sondage. Vous voyez qu'un élément très important, c'est vraiment réussir à initier et maintenir l'adhésion. Est-ce que vous vous sentez suffisamment outillé pour relever le challenge numéro 2? Voilà, c'est vraiment la capacité à initier et maintenir l'adhésion interne au projet. Donc là, on est sur de l'humain, sur du management. Super, allez, je vous laisse encore 5 secondes pour répondre. Allez, hop, je vais partager. Donc, alors 4% d'entre vous, vous vous sentez tout à fait outillé pour faire cela, 32% plutôt oui. Donc voilà, finalement, vous n'êtes que 36% pour qui voilà, vous vous sentez bien en capacité de relever ce challenge. Et pour 57% d'entre vous, c'est plutôt non, et 7%, pas du tout. Donc on va dire plutôt une majorité à pas forcément vous sentir suffisamment outillé sur ce sujet. Comment créer de l'adhésion sur un projet nouveau, et là, dans ce cas-là, c'est l'éco-conception. Donc là, en effet, par rapport à ce type de conseil, ça peut aussi avoir un impact sur le cahier des charges si à un moment donné, vous voulez travailler avec un consultant sur votre démarche d'éco-conception. Ça peut être aussi de bien challenger le consultant sur ces 3 éléments et comment son temps d'intervention est bien réparti sur ces 3 sujets, quel livrable et comment valider les étapes. Par exemple, voilà, cher consultant, voilà, je pense que c'est vraiment important de ne pas forcément mettre le curseur trop loin sur ce côté évaluation environnementale. Moi, au début, je voudrais vraiment bien valider le fait que j'ai l'adhésion de mes parties prenantes et qu'est-ce que toi, consultant, tu as comme élément, comme outil pour activer cela dans mon entreprise et quels seront les livrables et puis aussi comment vous pouvez m'aider à valider que j'ai bien obtenu l'adhésion du bureau d'études, de la R&D, de la direction, du marketing, etc. Donc ça peut du coup, vous pouvez ne pas avoir les réponses. Par contre, en tant que, je dirais, pilote, bah, c'est vous qui allez donner votre cahier des charges au consultant si vous travaillez avec un consultant. Voire même, des fois, ça peut être intéressant de se dire, je vais faire intervenir un consultant qui n'est pas spécialisé en éco-conception, mais qui est spécialisé en innovation, animation, en termes de créativité, d'adhésion à ce type de projet. Et c'est vraiment un facteur clé de succès. Donc, voilà. Donc, phase de découverte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, en effet, par rapport à des entreprises avec qui, au niveau de la CCI, on a pu échanger, certaines entreprises, hélas, peuvent rester bloquées des fois à des phases découvertes. Comment ça se traduit? Alors, plutôt, on va dire, dans des grands groupes, c'est que la démarche avance jusqu'à la création, à la rigueur, d'un poste de référent éco-conception, mais qui peut avoir plutôt, on va dire, des fonctions sur la partie bilan environnement. Les années passent, mais à un moment donné, il y a vraiment un frein qui est identifié, c'est je suis bien référent éco-conception de mon entreprise, mais au final, je n'arrive pas à avoir l'adhésion des équipes sur le sujet. Et donc, dès que vous avez des développements de projets, de produits, etc., l'éco-conception, c'est la chose que l'on fait si on peut. Donc voilà, donc ça, peut-être, cette situation, elle a été obtenue parce que
il n'y a pas eu assez de ressources dépensées pour faire adhérer, gérer les équipes au projet. Voilà, bon, pareil, une entreprise récemment, enfin, un référent sur ce sujet qui m'a contacté récemment, dans un grand groupe, donc qui était en charge de faire, je dirais, tout ce qui était bilan environnement. L'entreprise a fait une réorganisation et finalement son poste a été supprimé. Comme on va le voir, son poste a été supprimé parce que pour l'entreprise, ce n'était pas un poste qui a été jugé comme étant à valeur ajoutée. Peut-être parce que l'entreprise n'a confié à ce poste que des missions d'accumuler de la connaissance sur le bilan environnement. Mais là, on reste un peu bloqué dans cette phase découverte. Donc voilà, et ça, c'est aussi valable au niveau des PME. Donc voilà, la difficulté, c'est que vous êtes dans cette phase découverte et peut-être vous pouvez, il y a toujours un risque que au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, vous êtes toujours dans cette phase entre guillemets de découverte. Vous n'avez pas réussi et l'étape d'après, on va la voir. Vous n'avez pas réussi à atteindre la phase point de bascule. Donc la phase point de bascule, qu'est-ce que c'est? C'est, on va le voir, il y a 3 challenges nouveaux qui s'offrent à vous. Le premier, voilà, je l'ai formulé d'une manière qui va vous faire réagir, j'espère. Obtenir un alignement des planètes. S'attaquer aux vrais problèmes, arriver avec des vraies solutions, et puis finalement la dernière, être patient et être en embuscade. Un élément important dans ces démarches, c'est vraiment des fois la capacité d'obtenir un alignement des planètes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous développez des nouveaux produits et services avec la volonté qu'ils soient éco-conçus, mais une partie du succès va dépendre d'éléments externes à l'entreprise. L'idéal, c'est quand vous avez un alignement des planètes, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle réglementation qui arrive, par exemple, il y a des besoins marchés qui évoluent dans votre sens, et vous avez en interne la technologie qui permet de répondre à ce besoin, plus d'autres critères, et là, vous arrivez en fait à une success story. Et le fait d'arriver à une success story dans l'entreprise, ça va potentiellement tout changer. Donc ça va dépendre, voilà, c'est aussi la démarche d'entrepreneuriat classique, hein, approche PESTEL, ça va dépendre de votre contexte marché, hein, l'évolution de la réglementation politique, économique, sociale, technologie, écologie. Donc tout ne dépend pas de vous. Alors vous allez me dire, mais comment ça ne se décide pas d'obtenir un alignement des planètes? Oui, c'est aussi pour vous dire qu'il y a une partie des fois, la success story va dépendre d'éléments sur lesquels vous n'avez pas forcément la maîtrise. Mais avoir une success story, une première success story dans l'entreprise, ça va tout changer parce que potentiellement, vous allez passer dans l'entreprise à on vient de comprendre pour de vrai que l'éco-conception est réellement une opportunité de développement pour l'entreprise. Quand vous êtes au début en phase découverte, au niveau du comité de direction, on peut dire oui, voilà, c'est dans le cadre de notre démarche RSE, on va investir un peu de ressources. On nous a dit que l'éco-conception, ça pouvait être une opportunité, mais bon, voilà, ça c'est quelque chose d'assez théorique. On fait notre phase découverte, et si à un moment donné, vous avez vraiment une première success story, là, il y a un changement de regard sur le projet. On va se dire, ah, mais en fait, c'est vrai que l'éco-conception peut vraiment avoir un impact réel et fort sur le business de l'entreprise. Et là, je dirais, toutes les personnes de votre groupe de travail, groupe projet, vont changer d'attitude. Avant, vous deviez un peu les tirer en avant. Là, quand vous arrivez à ce point de bascule, c'est eux qui vont tirer en avant le projet. C'est eux qui vont vraiment être ouverts aux opportunités, aux moyens de faire avancer le projet d'éco-conception. Donc, ce qui est le plus fort dans l'entreprise en termes de success story, ce sera toujours si c'est vraiment vu comme ayant permis des gains en termes de part de marché ou de nouveaux marchés. Grâce à l'éco-conception, donc là, il y a vraiment un lien clair et précis. Grâce à l'appel d'offres, ici, on était très bon à cet endroit et ça fait la différence, on l'a su par rapport à un concurrent, si vous êtes sur des marchés publics avec des critères environnementaux. Ou voilà, on est en B2B, on travaille pour un grand donneur d'ordre. Ce qu'on lui a montré, c'est nouveau, il a cette attente-là depuis 6 mois. Ce qu'on lui a montré, c'était super carré, on doit taper dans l'œil. Il va nous garder dans ses fournisseurs. On a vraiment gagné des points avec cette démarche. Ça, voilà, si le marché a une réaction positive à la démarche d'entreprise, c'est une super success story qui va vraiment vous aider. Enfin voilà, c'est un élément essentiel. Ou un autre effet positif, ça peut être aussi succès sur les marchés grâce à un effet induit par la démarche d'éco-conception. Donc, ce n'est pas forcément
l'éco-conception en elle-même qui va avoir un retour positif sur les marchés, mais ça peut être par exemple, vous avez travaillé sur de l'idéation pour éco-concevoir le produit, et ça vous a donné l'idée d'une nouvelle fonction qui fait gagner ou pas du gain environnemental, mais la nouvelle fonction a été identifiée, a été vue comme étant vraiment pertinente, elle a été déployée, intégrée à l'offre, et ça pareil, ça a tapé dans l'œil du client. Là, vous devez, l'histoire retiendra que finalement cette fonction, elle a été découverte parce qu'à un moment donné, grâce à l'approche éco-conception, vous avez ouvert vos chakras sur l'ensemble du cycle de vie et vous avez travaillé sur des éléments que vous n'auriez pas forcément travaillé avant. Voilà. Donc ça, c'est un effet induit de l'éco-conception. Et là, pareil, c'est une success story. Donc ça, c'est sûr que ça ne se décide pas, mais ça peut vraiment être un objectif pour vous quand vous êtes dans votre phase découverte a déjà été engagée. Et il faut vraiment réussir à obtenir cela. Deuxième challenge, c'est s'attaquer aux vrais problèmes, arriver avec des vraies solutions. Voilà. Pour vous faire réagir, voici un exemple de publicité d'une entreprise dans le domaine de l'environnement. Voilà que je vous laisse lire, c'est un peu grossier. Autre exemple, actualité qui date d'hier. Voilà, nouvelle technologie, un masque qui permet aux vaches, donc ce masque pour vaches capture le puissant gaz à effet de serre généré par leur roue. Donc en effet, au niveau scientifique, environnement, le méthane émis par une vache est 24 fois plus impactant que du CO2. Ça veut dire que quand vous émettez 1 tonne de méthane, c'est comme si vous émettiez 24 tonnes de CO2. Donc c'est vrai que le méthane est un gaz à effet de serre important. Il est vrai qu'un tiers de l'impact CO2 au niveau France vient de l'alimentation. Et que dans l'alimentation, tout ce qui est viande, et en particulier viande bovine, a un poids, je dirais, carbone important. Par contre, voilà, entre nous, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez développé ce type de solution, est-ce que c'était le vrai problème? Est-ce que c'était la vraie solution? Voilà, derrière, il ne faut pas se voiler la face. Une des solutions, c'est de pouvoir baisser la part de la viande dans l'alimentation. Ça, c'est quelque chose d'assez, du point de vue, je dirais, purement scientifique, quelque chose d'assez basique. Alors voilà, après, il y a des enjeux économiques dans tous les sens. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que si dans votre entreprise, vous développez un projet d'éco-conception, mais que finalement, vous arrivez sur des solutions qui sont pas vraiment, elles sont un peu à la marge, qui peuvent être très innovantes comme ce produit, ça ne va pas forcément vous aider pour la suite de la démarche d'éco-conception. Voilà, on a vu la roue de Brézé, vous pouvez encore plus la simplifier avec la règle des 3 R. Les solutions d'éco-conception sont toujours plus efficaces si vous allez sur de la réduction à la source de la sobriété ou alors de la réutilisation, qui est un levier très très important. Et tout à la fin, si vous n'avez pas réussi à faire ça, le fait de recycler. Je reprends mon exemple de mon aspirateur. Voilà, on a vu un petit peu quels étaient les premiers points chauds. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, il faudra le confirmer en avançant dans la démarche. Mais si au niveau de mon groupe de travail, la solution qui est sélectionnée, c'est de dire bah, tiens, on va tout de suite partir sur 30% de matière plastique recyclée, c'est bien, mais entre nous, quand à un moment donné, vous aurez les idées plus claires, si vous travaillez sur l'évaluation environnementale de l'aspirateur, un des leviers très forts, c'est optimiser la durée de vie. Aujourd'hui, les équipements électroniques se multiplient dans notre vie, donc ça crée des millions d'unités. Un levier très fort, c'est d'augmenter la durée de vie de ces équipements électriques et électroniques. Il aurait été plus pertinent d'arriver avec des solutions pour augmenter de 30% la durée de vie de l'aspirateur. Ce sera beaucoup plus fort que l'injection de matière plastique recyclée. Le plastique recyclé, c'est super, mais rappelez-vous, enjeu crise climatique, 9 ans, en 9 ans, il faudrait faire 5% de gain carbone par an. Alors, admettons, faisons ça la première année, mais si dans les 3 ans qui viennent, votre projet de R&D, ce sera juste intégrer la matière plastique recyclée, ce ne sera pas cohérent par rapport aux enjeux. Donc voilà, reprenons l'aspirateur. Atelier de créativité, est-ce qu'il serait possible de faire un aspirateur sans moteur électrique? Ou un aspirateur sans joints qui sont des pièces d'usure? Parce que généralement, l'aspirateur, on va le jeter parce qu'on considère qu'il n'aspire plus. Ou un aspirateur qui permet au client de mesurer son taux d'aspiration ou son taux de vieillissement, etc., etc. Là, on est sur des solutions un peu plus
cœur de cible. Et enfin, dernière recommandation, je vais un peu accélérer, finalement, c'est aussi d'être patient. Voilà, peut-être vous n'avez pas aujourd'hui réussi à obtenir cette success story. Bah, un conseil, c'est être patient, mais être en embuscade. Ça veut dire quoi? C'est bien être en veille sur les sujets suivants: l'évolution des attentes clients, l'évolution de la réglementation, l'évolution, la veille sur les nouvelles briques technologiques qui apparaissent. Voilà, donc là, la démarche d'entrepreneuriat classique. Peut-être des fois, il faut être un peu patient pour que ça évolue, que l'alignement des planètes arrive. Donc rapidement, un petit feedback à nouveau pour voir ce que vous en pensez. C'est, voilà, est-ce que vous êtes confiant par rapport à vos entreprises, vos secteurs d'activité? Vous lancez une démarche d'éco-conception, est-ce que vous êtes confiant dans le fait d'obtenir à un moment donné un alignement des planètes favorable pour développer avec succès votre démarche? Voilà, c'est un petit peu, c'est juste un peu votre confiance dans l'avenir. Sachant que, voilà, encore une fois, au niveau business, on peut pas, on maîtrise pas tout. Donc, ok, très bien, et je vais partager. Alors, vous êtes 15% à dire oui, tout à fait, 46% à dire plutôt oui. Donc voilà, vous êtes à peu près la moitié à être plutôt confiant, et puis plus de la moitié être confiant, et puis 31% plutôt non, et 8% non, pas du tout. Bon, voilà, ça c'est. Après, voilà, c'est sûr que la capacité à saisir les opportunités du business, ça c'est vraiment, je dirais, le rôle des dirigeants, du marketing, du commercial, de la stratégie de l'entreprise. Donc en fait, ce qui se cache derrière ce côté alignement des planètes, bah, c'est la capacité de l'entreprise à vraiment voir l'éco-conception comme une opportunité et à se mettre en ordre de marche pour aller saisir des opportunités pour l'entreprise. Voilà, donc là on arrive rapidement à cette partie phase de risque. Il reste 7 minutes, je vais un petit peu accélérer. Une fois que vous avez dépassé cette partie point de bascule, alors voilà, il va vous apparaître forcément à un moment donné important qu'il va falloir faire de la prise de risque, de l'innovation et de la R&D. Donc voilà, donc les challenges, la classique, investir dans la R&D, faire évoluer votre modèle économique, ça c'est un élément très important qu'on va voir, et être en adéquation avec le marché. Là rapidement, ça c'est juste pour vous alerter sur le fait qu'une difficulté, c'est que des fois, faire de la R&D en entreprise pour aller vers l'éco-conception, on peut être aussi face à des difficultés en termes de faisabilité technique. Voici un exemple de sachet de thé. Une entreprise qui commercialise ce type de sachet de thé a remplacé les agrafes métalliques que l'on voit un peu là par des fixations ficelles. Il aura fallu 2 ans de R&D parce qu'il faut que ce système de fixation il fonctionne dans des machines qui vont mettre en sachet 1000 sachets par minute. Donc, des fois, il y a des choses très basiques en éco-conception, mais derrière, les évolutions au niveau, on va dire, outils de production sont très importantes. Autre exemple, rapidement, chez Steelcase, à un moment donné, ils ont voulu changer le système de fixation du tissu, qui est fixé sur le bois, de ne plus utiliser des systèmes d'agrafes, qui fait que les produits ne peuvent plus être séparés ou réutilisés. Et le problème, c'est que on a toujours utilisé du système d'agrafe pour assembler des tissus et du bois au niveau de l'ameublement, et c'est une révolution d'utiliser ne serait-ce qu'un scratch ou une fermeture électrique. Donc là, pareil, vous allez dire, wow, c'est pas incroyable. À des fois, en effet, au sein de l'entreprise, des petits changements de bon sens, ça va être des montagnes à dépasser. Voilà, rapidement, ça c'est sur Airbus. Là, un point très important. Vous avez investi beaucoup de ressources dans la R&D, mais finalement, vous avez peu investi dans cet autre point, faire évoluer votre modèle économique, et ça peut vous poser un problème à terme. Pourquoi? La R&D a bien fonctionné, et vous avez développé un aspirateur qui a une durée de vie de 10-15 ans, qui n'utilise plus de consommables avec 90% de baisse d'énergie. Là, il va y avoir un problème au niveau modèle d'affaires. C'est-à-dire que c'est bien, mais en fait, cet aspirateur, peut-être au début, on va gagner des parts de marché, mais avant, nous, le client, on lui vendait un aspirateur tous les 5 ans. Donc là, on va lui vendre 2 fois moins d'aspirateurs dans les années qui viennent. Et l'aspirateur que l'on vend, il va peut-être coûter 2 fois plus cher. Donc, ok, très bien, il est éco-conçu, mais comment on va le vendre?
Bah là, un élément important, c'est qu'il faut que vous puissiez aussi, quand vous arrivez à ce type de stade, de commencer à bien travailler sur une approche économie de la fonctionnalité et de la coopération, des offres, et je rajoute très important, des offres de produits et services éco-conçus. Qu'est-ce que c'est l'économie de la fonctionnalité? Eh bien ça, je laisse Louis vous en parler 2-3 minutes, juste en mode teasing. Ouais, merci Ronan. On aura une question aussi après, je te laisserai répondre, je te laisse regarder pendant que je fais la petite Mhm. présentation. Alors rapidement, Ronan a bien déjà montré que en fait, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, déjà, elle va répondre à un besoin sur les limites qu'on va atteindre dans un modèle économique. Donc là, comme on le voit, la limite, elle va être sur, en fait, quel va être mon mode de rémunération, comment va se faire le partage de la valeur avec le client, du coup, puisque là, du coup, plus de consommables, voilà, une durée de vie allongée. Donc, on va avoir un problème de rémunération pour l'entreprise qui, au final, va peut-être se tirer une balle dans le pied à long terme. Donc, l'idée, c'est un peu de mettre sur la table tous ces éléments-là et d'intégrer aussi d'autres éléments qui sont la coopération, parce qu'on se parle souvent d'économie de la fonctionnalité, mais on oublie un peu la coopération, puisque économie de la fonctionnalité, ça peut être vu comme un business model, mais l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ça va un petit peu plus loin que ça. L'idée, c'est d'allier tout ça, de réfléchir à comment on va partager la valeur entre les clients, entre les fournisseurs, voilà, de réfléchir aux interactions qu'il y a dans le modèle économique actuel, de réfléchir peut-être des fois sur aussi la gouvernance entre partenaires. Est-ce que demain, bon, sur l'exemple des aspirateurs, c'est peut-être difficile à trouver, mais est-ce qu'on peut trouver, voilà, faire un modèle serviciel avec d'autres structures qui vont apporter des services additionnels, d'apporter vraiment un package, hein. L'exemple en économie de la fonctionnalité et de la coopération qui est le plus parlant, c'est l'exemple de Michelin, qui avait éco-conçu ses pneus, qui du coup étaient 20% plus chers, qui du coup n'arrivaient plus à les vendre, puisque les acheteurs avaient vraiment une vision court terme sur voilà, des budgets très fermés les budgets pneus, et qui en fait s'est dit concrètement, nos pneus, ils permettent d'avoir une durée de vie plus longue, ils sont éco-conçus, ils ont des avantages, des gains environnementaux, et ils ont surtout des gains de consommation de carburant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà changer l'unité de valeur, donc ça sera plus le pneu, donc ça sera plus la vente du pneu, ça sera la vente de kilomètres parcourus. Et donc, c'est aujourd'hui un modèle qui est largement déployé dans l'achat pour les flottes de véhicules. Et donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais en citer d'autres. On a ces exemples-là, notamment sur tout ce qui est imprimante, avec ce que fait Xerox. On a aussi des plus petites structures qui permettent d'avoir vraiment des coopérations au plus proche du besoin, en fait. C'est vraiment une performance d'usage, une vente de performance d'usage, et donc sur la recherche d'un nouveau modèle et de sortir un peu des logiques de volume qui ont tendance peut-être à créer beaucoup de biais dans les entreprises. Donc voilà, en quelques mots sur une présentation de Super, ben l'économie voilà, de la donc c'est vrai que fonctionnalité et de la coopération. et voilà, encore une fois, ça c'est une question qui sera plus intéressante pour vous à vous poser quand vous serez déjà dans cette phase, je dirais, avancée, et que vous allez commencer à apercevoir, je dirais, quels seraient vraiment les produits et services éco-conçus que vous pourriez mettre sur le marché. Donc voilà, donc merci pour votre participation. Là, on arrive vraiment à la fin du webinaire. Donc voilà la synthèse, je dirais, sur ce parcours. Donc voilà, et on a vraiment voulu vous partager des éléments qui peuvent parfois des fois manquer dans certaines entreprises avec qui on peut échanger. Alors, ça vous permet d'avoir tout de suite ce type d'alerte. Et en effet, si certains éléments vous semblent encore difficiles à maîtriser, au minimum, sachez que ça, vous pouvez bien l'intégrer dans votre cahier des charges quand à terme vous échangez avec un consultant pour vous accompagner sur ce type de sujet. Pour finir, on vous rappelle que donc au niveau de la CCI, donc en effet, donc les 3 conseillers économie circulaire, donc Louis Fierce, Christelle Richy sur le secteur lorrain et moi-même, on est à votre disposition pour travailler avec vous sur ces sujets, je dirais à l'amont de vos projets d'éco-conception. Alors soit ça peut être du conseil, alors cofinancer son projet d'éco-conception, parce que là, votre principale interrogation, c'est
Il existe des dispositifs d'aide ADEME, région et autres qui peuvent vous aider pour développer votre projet d'éco-conception, mais voilà, qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous, comment commencer à structurer votre projet. Voilà, CCI, on est à votre disposition pour travailler sur cela. Ou on peut également échanger, on peut également travailler avec vous sur, je dirais, l'amont de votre démarche d'éco-conception sans forcément traiter ce sujet des aides de cofinancement en particulier. Nous avons également donc là un outil qui vous permet d'évaluer votre maturité en éco-conception, donc outil développé par le pôle éco-conception dans le cadre du réseau européen d'éco-conception. Vous aurez le lien dans le document. Et puis également du conseil en économie de la fonctionnalité. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de vous aider à alimenter votre réflexion sur qu'est-ce qu'il peut y avoir comme variation de modèle d'affaires pour votre entreprise, en particulier pour les produits et services éco-conçus. Donc voilà, donc également, vous avez nos coordonnées donc, des 3 conseillers au début du document, et puis également, on vous donne les coordonnées donc, des référents éco-conception donc, pour l'ADEME, donc Laurent Poulain, et Pascal Deprez pour la région Grand Est. Voilà. Je réponds juste à la dernière question par rapport à comment inciter les entreprises à aller vers du durable. Bah, grande question, je dirais il faudrait un alignement des planètes, c'est-à-dire que en tant que consommateur, on envoie des signaux comme quoi on est plus intéressé maintenant par des produits qui durent. Peut-être que là, l'augmentation des cours des matières premières, qui est peut-être ponctuelle ou durable, va aussi peut-être remettre en cause des modèles économiques. Mais en effet, c'est la grande question, comment aller vers plus de durable? Ça, je n'ai pas forcément la réponse, on va dire, définitive sur ce point. En tout cas, merci pour votre participation. On compte également sur vous pour que vous puissiez nous donner votre feedback avec le questionnaire de satisfaction et qui vous permet également de nous indiquer si vous êtes intéressé pour poursuivre les échanges avec la CCI sur l'une ou l'autre de ces dispositifs de conseil. En tout cas, voilà, le contrat est rempli, il est 10h03, j'ai dépassé 3 minutes. Mais en tout cas, super, merci pour votre participation et puis on vous dit à très bientôt.